valoriser son patrimoine et créer de la valeur, on passe à l'action avec Fabien sur Radio Grand Lac. Allez, bonjour à tous, à toutes et à tous et bienvenue pour cette émission de rentrée sur Radio Grand Lac. Une émission de rentrée que l'on a décidé de faire avec mon meilleur invité, mon invité préféré, c'est-à-dire moi-même. Alors pour être très honnête avec vous, aujourd'hui on va surtout parler de vous. Puisque je vous ai entendu, j'ai reçu vos questions, j'ai reçu vos messages, alors par différentes plateformes, Instagram, Facebook, LinkedIn, et vous m'avez posé toute une série de questions, et vous m'en avez posé tellement, et je vous remercie d'ailleurs pour ça, avec également des messages de remerciements, que j'ai décidé de faire une émission aujourd'hui un peu spéciale où je vais être le seul, et je vais répondre aux questions, alors évidemment pas à toutes, même si j'ai essayé de les classer dans plusieurs catégories, les questions que vous m'avez posées en relation et en lien direct avec les marchés financiers et la valorisation de votre épargne. Alors on va commencer par une première question qui nous est adressée par Robert d'Aix-les-Bains. Donc merci Robert d'avoir posé cette question, vous vous reconnaîtrez. Donc Robert nous pose une première question, il me demande alors tout d'abord dans son message il remercie l'équipe de Radio Grand Lac pour son investissement. Merci Robert, c'est toujours agréable, et il nous pose également la question suivante. Les marchés financiers ont baissé pendant cet été, effectivement on a eu 3 mois pas évidents. Que faut-il en tirer comme conséquence, et est-ce toujours une bonne idée d'investir sur les marchés actions? Alors, déjà, très bonne question, Robert. Effectivement, on a eu un marché financier pas évident sur ces 3 derniers mois, et notamment sur juillet et août. On a vu notamment, alors même si ça rebondit aujourd'hui, et c'était en train de rebondir aujourd'hui sur les marchés européens, hier sur les marchés américains, mais on a eu des marchés financiers qui ont été chahutés, avec certains mois et certains indices qui ont varié entre le Dow Jones, l'indice des valeurs industrielles américaines, le Nasdaq, l'indice des valeurs technologiques américaines également, et puis le CAC 40. On a varié sur le mois de juillet entre -7 et -10 sur les marchés financiers. Alors qu'est-ce qu'il faut en tirer, même si ça s'est un petit peu calmé maintenant, qu'est-ce qu'il faut en tirer? Alors, il faut surtout pas en tirer, évidemment, comme conséquence que le marché action et les marchés financiers sont en difficulté. Il ne faut surtout pas en tirer comme conclusion que, en tout cas pour le marché américain et pour les États-Unis, nous rentrons dans une vraie récession. C'est pas ce qu'il faut tirer. En fait, ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que lorsqu'on est dans des marchés financiers, on va considérer une action comme Alphabet, comme Microsoft, comme Meta, donc Facebook, comme ayant un prix. Et ce prix, c'est le marché qui le fixe, parce que donc c'est le cours d'une action. Il le fixe en fonction de ses perspectives, en fonction de ce qu'il estime comme perspective de plus-value sur ses titres. Et force est de constater que ça fait depuis 1 an, 2 ans que on considère et qu'on a d'énormes attentes par rapport aux bénéfices des sociétés qui font de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce que cette intelligence artificielle nous génère des gains de productivité stratosphériques, qu'elle nous permette effectivement d'aller chercher une création de valeur et une augmentation de l'EBITDA, c'est-à-dire des profits futurs des entreprises, assez forts. Il s'avère que sur le mois de juin-juillet, on s'est rendu compte que finalement, ces profits n'allaient pas être aussi importants que ça, et que peut-être dans certaines zones d'activité, on avait été un peu trop généreux, c'est-à-dire les analystes et le marché, sur les valorisations de sociétés. Donc je pense notamment à des sociétés comme Dassault Systèmes, qui ont de l'intelligence artificielle, notamment avec leur logiciel d'automatisation de l'aéronautique. Je pense évidemment à ceux que j'ai cités, les Mag 7, les magnifiques 7, c'est-à-dire les 7 magnifiques, vous retrouvez celles que j'ai citées, plus Nvidia, plus Amazon, etc. Également des sociétés dans le domaine des puces électroniques, Taiwan Semiconductor, Lam Research, etc. On s'est rendu compte que ces profits étaient un peu plus faibles, et donc quelque part le marché est venu corriger ça dans l'attente des taux d'intérêt auxquels allaient bénéficier ces sociétés-là, des taux d'intérêt de crédit. C'est-à-dire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous estimez que le profit des entreprises potentiellement peut baisser,
en tout cas peut potentiellement ne pas augmenter aussi vite que ce que vous avez prévu. Si en plus les taux d'intérêt aux États-Unis restaient comme ils étaient partis à 4,75 ou 5% par an sur des durées de 10 ans, et ben forcément ça rend les choses un petit peu plus compliquées sur les valorisations. Puisque qu'est-ce qui fait la valorisation d'une entreprise ? C'est évidemment ses profits, mais c'est aussi la rentabilité de ces investissements. C'est-à-dire que si j'investis aujourd'hui, j'achète une machine-outil ou une machine pour produire des semi-conducteurs ou un logiciel que je paye 100, si j'ai un taux d'intérêt de 5, eh ben la rentabilité de mon projet ne va pas être le même que si j'ai un taux d'intérêt de 2,5 ou 3. Et donc c'est ce que les marchés aujourd'hui ont pénalisé. Donc pour répondre de manière claire à la réponse de Robert, à la question de Robert, si les marchés financiers ont évolué aujourd'hui, c'est pas parce qu'on va avoir une récession économique aux États-Unis, on y reviendra un peu plus tard dans cette émission, en tout cas par rapport aux questions qui ont été posées, mais c'est plutôt qu'il y a eu une correction sur principalement les valeurs dans l'intelligence artificielle, parce qu'on se dit que peut-être les profits, c'est-à-dire les 20-30% d'augmentation des bénéfices par an, ce qui est énorme, peut-être ne seraient pas atteints. Et donc c'est pour ça, et d'autant plus si les taux d'intérêt de crédit restaient aussi élevés. Et c'est pour ça que la Fed, la Banque centrale américaine, va baisser de toute façon et a acté de baisser ses taux d'intérêt de 0,25 points, ce qui va certainement les faire passer en dessous de 5, voire éventuellement en dessous de 4,75, 4,5. Donc revenant à des niveaux de taux d'intérêt probablement un tout petit peu plus faibles et favorables pour l'intelligence artificielle. Donc Robert, si vous m'entendez, j'espère que ce point vous a satisfait. Alors on a une deuxième question qui nous vient cette fois-ci de Nathalie d'Albens. Alors je vais lire sa question. Nathalie qui nous dit, en substance, même pas en substance, je vais lire sa question. Vous nous avez indiqué en décembre 2023 qu'il était possible d'avoir une opportunité d'investissement sur la devise yen, monnaie japonaise. Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors, merci Nathalie pour cette question. Tout d'abord, je reprécise un point qui est important. Je vous rappelle que nous ne faisons pas de conseils en investissement dans cette émission, que je ne prédis pas l'avenir et que je ne suis pas devin. Ce qui n'empêche pas deux choses. La première, c'est d'agiter des idées en vue de vous trouver et de vous accompagner sur votre réflexion pour trouver les meilleurs investissements pour vous. Ça, c'est le point 1. Et puis le point 2, c'est pas parce qu'on ne peut pas prédire l'avenir qu'on ne peut pas essayer de mettre en place des choses pour l'anticiper. Une fois qu'on s'est dit ça, Nathalie, qu'est-ce qui s'est passé sur le yen ? Alors, je vais déjà vous répondre, Nathalie, et puis après, je vous donnerai quelques éléments sur la suite des opérations. Alors, si vous avez suivi, Nathalie, l'évolution du yen contre l'euro, vous avez pu noter que si vous aviez acheté 100 yens aujourd'hui, si vous aviez acheté 100 yens à l'époque de janvier ou de décembre 2023, quand on en a parlé, eh bien aujourd'hui, à minima, votre portefeuille en valeur euro a dû prendre au moins une dizaine de %. Donc le yen a évolué contre l'euro et donc vous avez aujourd'hui une prise de valeur de votre investissement, ce qui était effectivement l'objectif, non pas de cette émission, mais l'objectif de votre investissement. Alors qu'est-ce qui se passe sur le yen ? Il se passe exactement la même chose que ce qui se passait en décembre 2023, c'est-à-dire que ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que le yen fait partie des 3 plus grosses devises et les 3 plus grandes et liquides devises du monde. Vous avez 3 devises qui s'échangent le plus aujourd'hui, en tout cas majoritairement, qui sont le yen, qui sont l'euro et qui sont le dollar. Certainement que dans un avenir proche, on aura des monnaies tout aussi liquides avec le yuan et le rouble, mais pour l'instant c'est le cas. Donc quand vous voyez une monnaie qu'on appelle un G3, se trouver dans une situation où potentiellement elle est complètement décorrélée par rapport aux autres monnaies, c'est-à-dire que il faut bien comprendre que quand on se parle en décembre 2023, Nathalie, pour un yen, j'ai 160 €. Alors que l'on sait que historiquement, la vraie valeur du yen par rapport à l'euro, c'est probablement entre 120 et 140, mais plutôt quand même aux alentours de 120. Donc c'est-à-dire que vous avez un potentiel d'appréciation à ce moment-là du yen qui est de l'ordre de 40% et qui est donc une vraie opportunité. Donc Nathalie, effectivement, vous avez fait un bon investissement pour le yen. Est-ce que c'est toujours le cas ?
Oui, c'est toujours le cas pour plusieurs raisons. À considérer déjà qu'aujourd'hui, on n'est plus à un yen pour 170 €, mais on est plutôt pour un yen à 156 €. Mais on est toujours sur une position favorable. Ça, c'est le point 1. Le point 2, c'est que on est dans une position où le yen reste un investissement très intéressant en cas de mouvement de marché. Et vous avez pu le voir cet été. Si on fait le lien entre la question que Robert nous a posée tout à l'heure et la question que Nathalie nous pose aujourd'hui, vous voyez que si vous êtes un auditeur affûté de Radio Grand Lac et que vous réfléchissez sur la base de l'émission On passe à l'action et que vous avez acheté des actions et également un peu de yen, vous avez passé un super été, comme moi d'ailleurs. C'est-à-dire que vous avez vu les marchés financiers perdre pour certains entre -5 et -7%. Remonter d'ailleurs dans ce début septembre, petit à petit, mais parallèlement, votre portefeuille en yens prendre plus 7%. Donc l'objectif du yen aujourd'hui, c'est d'avoir ce côté un petit peu actif antifragile, c'est-à-dire actif amortisseur lorsqu'il y a des difficultés. Alors pourquoi c'est un actif amortisseur ? C'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, le sujet numéro 1, pour détailler, c'est que on a des taux qui sont très faibles au Japon, qui sont de l'ordre de moins de 1%, c'est-à-dire que lorsque je suis, moi, un épargnant japonais, je vais avoir la possibilité de placer mon argent au Japon pour une somme et une rémunération de 1%. Alors que si je suis un épargnant français, que j'achète par exemple un placement monétaire, que moi je conseille régulièrement à mes clients parce que c'est un titre de propriété avec un taux qui est indexé sur le taux au jour le jour, c'est-à-dire l'Ester, là je vais pouvoir espérer entre 3,5% 4% en fonction de la société de gestion avec laquelle vous allez passer net de frais de gestion. Donc le japonais et l'investisseur japonais n'étant pas plus bête que mal accompagné, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va avoir une tendance naturelle à aller acheter de l'euro pour une rémunération de 4% avec du fonds monétaire, ou acheter du dollar avec un fonds également monétaire et aller frôler les 4,75, 5%. Et donc ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que tant que tout se passe bien en Europe et aux États-Unis, on va avoir naturellement des flux de yens qui vont venir se transformer en euros. Pour notre plus grand plaisir. Pourquoi ? Parce que ce qu'on cherche aujourd'hui quand on constitue un portefeuille, c'est d'aller gérer les queues de distribution. Les queues de distribution, c'est les événements imprévus. C'est ce qu'on a l'habitude de dire, tirer dans les coins pour enlever les toiles d'araignée. C'est-à-dire les trucs qu'on voit pas forcément, qui peuvent se produire. Et si on avait une récession économique ou un début de récession économique en Europe ou aux États-Unis, c'est-à-dire que potentiellement, on pourrait avoir une rentabilité des actifs américains et européens qui baisserait, c'est-à-dire concrètement, L'Oréal verserait peut-être moins de dividendes, Zurich Insurance, qui est une société suisse dans les assurances privées, ne verserait plus 5,5 de dividendes. Exxon, qui est une société pétrolière, même si l'exemple est mal choisi, en tout cas si l'exemple est mal choisi, verserait 3% ou verserait moins de 3% de dividendes. Qu'est-ce que feraient nos amis japonais ? Ils rapatrieraient leurs capitaux qui sont situés au Japon, qui sont situés aux États-Unis et en Europe, pour les mettre au Japon, avec ce que ça peut impliquer derrière, c'est-à-dire que le cours du yen remonterait et que l'on se retrouverait avec une augmentation de nos encours. Et c'est pour ça que, pour répondre à la question de Nathalie, sans trop développer, qu'en est-il sur le yen ? Le yen a fait une très bonne performance cet été et d'ailleurs continue à l'être. Et c'est probablement, on est obligé de le reconnaître, une devise qui est sous-cotée aujourd'hui. Ça, c'est le point 1. Deuxièmement, le yen a joué son rôle d'actif antifragile et d'amortisseur lors de cette période un peu difficile de cet été, parce que mine de rien, il a contribué à augmenter le portefeuille des clients et la valeur des portefeuilles des clients dans un contexte où les marchés financiers baissaient. Et c'est un actif qui continuera effectivement de protéger les portefeuilles des clients à aujourd'hui compte tenu de son niveau, puisque quelque part ce que l'on vise aujourd'hui, c'est pour l'instant tout va bien. La Banque centrale européenne, pour répondre à la Banque centrale américaine, pour répondre à Robert, a baissé ses taux. Normalement, on devrait continuer à avoir des profits qui montent dans les différentes entreprises américaines et européennes. Si ça venait à pas être le cas, ça tombe bien, on a intégré du yen. Et vous avez intégré du yen dans vos portefeuilles, ou en tout cas vous pourriez le faire, et vous avez intégré une protection qui a montré qu'elle était relativement solide cet été. On va marquer une courte pause ensemble et on continuera sur vos questions, vos interrogations dans cette deuxième partie de l'émission intitulée Questions-réponses. À tout à l'heure.
La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Les clés pour valoriser son patrimoine et créer de la valeur, on passe à l'action avec Fabien sur Radio Grand Lac. Allez, de retour sur Radio Grand Lac pour cette émission spéciale dédiée à vos questions et à moi qui essaye d'y répondre. Donc on continue sur les questions. Donc on a eu une première question sur les marchés financiers et leur évolution cet été, une deuxième question sur l'évolution de la devise japonaise, le yen, en lien avec l'émission que j'avais réalisée en décembre 2023. Et là, nous avons une troisième question qui nous vient de Mathilde de Labiole. Merci Labiole, merci Mathilde de nous la poser. Et donc Mathilde nous pose une question cette fois-ci sur l'or. Alors Mathilde nous demande pourquoi l'or a autant progressé et compte tenu de son niveau qui est le plus haut niveau historique, est-ce toujours une bonne idée d'investir dans l'or ? Alors Mathilde, merci pour cette question. Alors question qui mérite plusieurs précisions. L'or, tout d'abord, pour bien comprendre son évolution, et déjà pour répondre à un premier point, quand on dit que l'or est à son plus haut niveau historique, je pense qu'il faut le pondérer. Il faut le pondérer par la chose suivante. Le niveau de l'or est à son plus haut niveau historique par rapport à l'euro, par rapport au dollar. Or, on n'a jamais autant émis de monnaie ces 10 dernières années. Donc, quelque part, que l'or soit à son plus haut niveau historique en euros et en dollars, c'est relativement assez logique. Et d'ailleurs, pour l'illustrer, reprenons un autre point, qui est celui de dire que le Dow Jones, l'indice des valeurs industrielles américaines, est aussi à un niveau historiquement le plus haut des 20 dernières années, et l'a même dépassé. Donc, la question de l'or dépasse en fait cette question-là. On peut pas forcément lui appliquer le même raisonnement que ce qu'on pourrait appliquer à une action en disant elle a touché son plus haut, il y a de très fortes probabilités qu'elle va baisser. Tout en notant effectivement qu'il ne s'agit que d'un avis consultatif, votre serviteur pense que l'or a certainement un profit à faire et a certainement des perspectives de rendement à prendre beaucoup plus importantes, certainement très importantes. Et pour la chose suivante. En fait, tout est lié, même si on essaye d'extraire, et c'est normal au vu de vos questions, mais tout est lié. Par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire un cours du yen qui est aussi faible par rapport aux autres devises ? Ça veut dire que moi, si je suis un Malaisien, si je suis un Sud-Africain, lorsque je veux acheter une voiture, j'ai deux choix en fait principaux. Soit je vais acheter une BYD, Seagull. Donc la BYD c'est une société chinoise qui fabrique des voitures électriques et hybrides, qui est cotée en bourse. Soit j'achète une voiture chez Toyota, une Toyota Yaris par exemple. Quand j'ai un yen qui est très faible, quand j'ai un yen qui est très dévalué par rapport aux autres monnaies, ça veut dire que moi, Sud-Africain, pour une voiture de niveau équivalent, alors s'il y a des passionnés d'automobile dans la salle, ils me diront peut-être que la Seagull de BYD n'a pas les mêmes niveaux de prestations que la Toyota Yaris de Toyota, mais force est de constater que s'ils ont les mêmes prestations, la Toyota apparaîtra moins chère pour un investisseur sud-africain parce que la devise japonaise est plus faible. Donc ça, c'est forcément un problème pour les Chinois qui aujourd'hui, d'une manière générale, ni vu ni connu, exportent beaucoup plus d'ailleurs dans les pays émergents que ce qu'ils exportent en cumulé aux États-Unis et en Europe. Donc qu'est-ce que font naturellement les Chinois ? Ils n'hésitent pas à dévaluer un petit peu leur monnaie, d'ailleurs c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qui s'est passé lorsque, pour ceux qui ont suivi un petit peu les marchés financiers, il y a 4 ans, si j'achetais une obligation d'État chinoise, je pouvais espérer entre 4 et 5% de rendement par an sur 10 ans. Ce qui voulait dire en parallèle que si j'étais une société chinoise, j'empruntais à 4 ou 5% de taux d'intérêt. Et aujourd'hui, on est plutôt à un taux d'intérêt qui est de l'ordre de 2%. Donc, ce qui a accompagné du coup la dévaluation ou en tout cas la dépréciation de la devise, puisque à 4 ou 5% en 2020, j'attirais forcément des investisseurs étrangers qui venaient investir en Chine, c'est-à-dire acheter du yuan pour acheter des obligations, alors qu'à 2%,
ils vont plutôt avoir tendance à acheter des obligations d'État indiennes à 8%, plutôt à acheter des obligations d'État américaines à 4,5-5%, plutôt que d'acheter du chinois. Donc en tout cas, ce phénomène de dévaluation, de dévalorisation du yuan, il est réel. Mais qu'est-ce qu'il a amené aussi pour faire le lien alors ? C'est que si vous êtes un investisseur chinois, vous n'allez pas placer votre argent en yuan. Vous allez vouloir faire autre chose. Donc vous allez effectivement acheter des sociétés américaines, comme font d'ailleurs les Japonais. Vous allez acheter du Amazon, vous allez acheter du Meta, vous allez acheter du Alphabet. Vous allez plutôt acheter ce qu'on appelle les Magnificent Seven, c'est les 7 magnifiques, dont il y a notamment Nvidia, parce que c'est ce que vous n'avez pas à la maison. En tant que Chinois, aujourd'hui, vous n'avez pas ces 7 sociétés technologiques. Vous ne les avez pas en portefeuille et vous ne les avez pas sur votre territoire. Vous avez l'équivalent de John Deere, qui fait les sociétés américaines, qui fait le matériel agricole, mais vous n'avez pas l'équivalent de Nvidia pour l'instant. Donc, dans un premier temps, les Chinois achètent des actions américaines, mais si vous êtes un investisseur chinois, vous êtes un petit peu interpellé, vous êtes un petit peu agacé par les politiques monétaires menées par la Banque centrale américaine, parce que mine de rien, vous avez un peu le sentiment qu'on manipule la monnaie. Dans le sens où lorsque j'ai un pays comme les États-Unis et que j'ai un déficit commercial aussi stratosphérique que ça, et qu'en plus j'ai de l'inflation, mais que je choisis de maintenir mes taux d'intérêt à des niveaux relativement faibles, parce que ça reste relativement faible, 4,5 quand on regarde par rapport à ce qui s'est passé dans l'histoire, quelque part, on peut s'interroger sur la durabilité de la politique monétaire. Et vous vous dites forcément, point 1, qu'il y a une création de monnaie qui est un peu décorrélée par rapport à la croissance économique du pays. Et le point 2, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que les États-Unis, concrètement, pour reprendre la main sur leur potentiel industriel, vont être à un moment donné obligés de dévaluer leur monnaie, parce que s'ils veulent rester compétitifs et retrouver leur puissance militaire, gardons quand même en tête que depuis la Deuxième Guerre mondiale, ils n'ont pas gagné une guerre, une réelle guerre. Eh bien, il va falloir dévaluer votre monnaie. Donc, si vous êtes un investisseur chinois, vous allez peut-être hésiter à acheter, vous allez éviter à acheter des investissements ou des entreprises dans une monnaie, qui sont libellées dans une monnaie qui potentiellement pourrait perdre de la valeur. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez regarder l'or. Et c'est pour ça que l'or est monté, puisqu'en fait, l'or est monté parce que les Chinois, sous le double effet qui se coule quelque part de leur rentabilité de leurs placements traditionnels et locaux avec des obligations chinoises qui ont un rendement qui est passé de 4 à 2, et sous le double effet et sous l'effet cumulé d'une politique monétaire aux États-Unis qui laisse supposer qu'on va aller vers une dévaluation de la monnaie, eh bien ils ont commencé à se protéger, à se couvrir en achetant de l'or. Et c'est ce qui fait monter justement le cours de l'or aujourd'hui, c'est-à-dire les investissements des Chinois. Et plus vous verrez le yen qui restera, c'est le troisième point, plus vous verrez le yen qui restera à des niveaux faibles, et plus forcément vous aurez nos amis chinois qui auront tendance à dévaluer leur monnaie pour rester compétitifs, et donc les investisseurs chinois qui achèteront de l'or. Donc pour répondre à Mathilde, je suis pas convaincu que l'or soit à son plus haut niveau historique, et il n'est pas impossible qu'il puisse le dépasser. Et enfin, pour finir sur ce point-là, Mathilde, et pour être le plus correct possible, l'or historiquement, c'est-à-dire que quand on regarde l'évolution des placements de 1870 à ce jour, on sait que l'or fonctionne très bien dans des périodes inflationnistes. C'est-à-dire que quand il y a des périodes où il y a une augmentation des prix, qu'il y a plutôt une récession économique, eh bien l'or est plutôt un investissement qui aura tendance à prendre de la valeur. Si vous êtes entre 1970 et 1980, vous vivez une crise inflationniste énorme qui est la première grande crise énergétique qu'on a vécue. Et à ce moment-là, vous avez que 2 placements qui tiennent la route, puisque tout le reste ponctuellement s'effondre, qui est à ce moment-là l'or et la devise suisse, qui est le CHF, pour des raisons qui sont un petit peu complexes, et en tout cas un petit peu, peut-être pas forcément complexes, mais un petit peu longues à expliquer à l'antenne aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs pour ça que votre serviteur vous dit
que il est probable que le CHF de 1970 soit le yen de 2024. Donc pour répondre à notre question, l'or reste un investissement intéressant et il faut le considérer, à mon avis, dans les portefeuilles antifragiles, ou en tout cas, c'est quelque chose qu'on va commencer à regarder avec intérêt et précision. Alors, on continue avec une dernière question que j'ai sélectionnée, qui est une question très très intéressante au sujet de la zone Asie-Pacifique. Donc, elle nous vient de la part de Romain M, qui est basé à Chambéry. Alors déjà, on est très content de savoir que Chambéry nous écoute dans le 73. Merci Romain M. Alors, en plus, la question, on a gardé la plus tendancieuse pour la fin. Romain, il nous dit ceci. Il s'avère que la zone Asie-Pacifique nous semble et me semble la plus à forte croissance dans les prochaines années, car ils ont une population nombreuse et une technologie grandissante. Comment voyez-vous la place de l'Asie-Pacifique dans un investissement financier ? Alors déjà, merci pour la question encore une fois. Elle est en plus très ouverte, donc elle laisse le jeu. Alors, ce qui conviendrait d'entendre, évidemment, Romain, c'est oui, la zone Asie-Pacifique est certainement l'une des zones les plus à potentiel dans les prochaines années. Après, c'est toujours une question de quand et de niveau de patience, mais oui. Alors, elle est très à potentiel pour plusieurs raisons, et je vais en sélectionner deux pour vous, Romain. La première, c'est on va parler de l'augmentation générale du niveau de vie en Chine. Et ce que ça implique en fait pour ce pays-là. Et je dirais que la deuxième qui est importante, c'est le potentiel de développement en Inde qui rejaillirait de toute façon sur toute la zone. Alors on va commencer par la numéro 2, c'est-à-dire le potentiel de développement de l'Inde. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand les États-Unis, en tout cas quand la Russie envahit l'Ukraine, les États-Unis ont décidé de geler toute une partie des encours en dollars des Russes, obligeant quelque part tous les pays émergents aux alentours de se dire « je serai peut-être le prochain ». Donc une fois qu'on s'était dit ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un petit marché parallèle qui s'est créé entre la Russie et les autres pays, et puis de l'autre côté les États-Unis. Ce marché parallèle, il a lieu à l'énergie, il a trait à l'énergie. Aujourd'hui, l'Inde achète son pétrole et son gaz en roupies. Ça, c'est un point 1. Et en plus, elle l'achète avec une décote dans la mesure où les Russes vendent leur stock que jusqu'ici ils le vendaient à l'Union européenne, ils le vendent à l'Inde. Ce qui veut dire concrètement que, et d'ailleurs, si pour vous en convaincre, Romain, gardez en tête que jusqu'à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, nous étions sur une répartition des transactions d'énergie en dollars de 100%. 100% des transactions en énergie se faisaient en dollars. Aujourd'hui, elles ne sont plus que de 80%. Cherchez pas, l'écart, ça correspond à peu près à la part des transactions d'énergie qui se faisaient avant en partie avec l'Union européenne. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la Russie se retrouve... alors déjà, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que l'Inde, qui jusqu'ici en plus avait d'énormes réserves de charbon, se retrouve avec une énergie pas chère, complémentaire au charbon, qui est le pétrole et le gaz. Donc déjà, c'est un très bon point pour le développement de cette zone, étant entendu que la croissance, ce n'est que de l'énergie transformée. Si vous avez de l'énergie pas chère, ça a été prouvé, et on le comprend, si vous avez de l'énergie pas chère, vous avez toutes les chances d'aller chercher une croissance économique. Le deuxième point, c'est que du coup, les Russes se retrouvent avec une quantité de roupies assez astronomique, et il va falloir qu'ils fassent quelque chose avec. Et ils vont pas les convertir en dollars, ils vont pas forcément les convertir en yuan, parce qu'ils n'ont pas d'intérêt à faciliter ou à favoriser la vie avec la Chine. Donc ils vont très probablement les reprêter aux Indiens ou réinvestir, dit autrement, en Inde, moyennant un taux d'intérêt. Donc ça veut dire que l'Inde, dans les prochaines années, va se retrouver avec une population qui est assez stratosphérique, va se retrouver avec une énergie, comme elle l'a aujourd'hui, peu chère, et en plus avec des capitaux massifs pour développer son infrastructure et ses infrastructures.
Donc ce qui est certain, c'est que toutes les entreprises qui produisent qui fabriquent des ponts, qui construisent des bâtiments, qui construisent des aéroports, qui fabriquent des routes en Inde, vont certainement continuer à se développer à la puissance 3, enfin à puissance au carré. Donc Romain, premier point, oui, la zone Asie-Pacifique va être tirée par le haut, si on le fait un peu en rapide, par la croissance de l'Inde, que quelque part on a un peu préfabriqué nous, avec, en tout cas nous, pays occidentaux, avec le conflit avec la Russie et l'Ukraine. Alors le deuxième point, c'est sur la Chine, puisque la Chine fait également partie de l'Asie-Pacifique. Et en fait, Romain, ce qu'il faut comprendre, c'est que ni vu ni connu, et le terme est vraiment juste, hein, ni vu ni connu. D'ailleurs, si vous avez travaillé avec des Asiatiques ou si vous connaissez la Chine, ça vous surprendra pas, parce que la Chine attaque toujours là où on l'attend pas, et elle attaque toujours, entre guillemets, commercialement, là où sur un terrain qui n'est pas choisi. Et puis on cache toujours ses cartes en Chine. Il s'avère qu'aujourd'hui, ni vu ni connu, la Chine est devenue le premier exportateur mondial, retenez votre souffle, de véhicules automobiles. Alors vous allez dire, oui, mais je comprends pas, moi quand je suis en France, quand je suis aux États-Unis, je vois pas de BYD, je vois pas de voitures chinoises. Oui, sauf qu'en fait, aujourd'hui, ils vendent majoritairement leurs véhicules en Afrique du Sud, en Indonésie, au Cambodge, au Laos, au Vietnam. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, en Chine, un point à retenir, il y a, en 2012, j'étais un ouvrier chinois de chez BYD. Il me fallait 110 mois. Il fallait que je travaille 110 mois pour pouvoir m'acheter une voiture de BYD. Aujourd'hui, il me suffit simplement de 10 mois pour pouvoir, donc en 2024, 12 ans après, il me suffit simplement de 10 mois pour pouvoir m'acheter une voiture. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la Chine a une augmentation de son niveau de vie qui est très importante, qu'elle exporte ses machines et ses voitures partout dans le monde, donc avec des afflux de monnaie yuan qui sont importantes et avec une augmentation de salaire, et qu'en plus elle a des particularités assez fortes en termes de technologie dans le secteur de la consommation. Je me focalise sur effectivement l'automobile, mais ça pourrait être d'autres secteurs d'activité. Mais vous prenez une voiture comme BYD, c'est en termes d'innovation deux choses. Déjà, c'est le premier véhicule amphibie qu'ils ont réussi à créer. En tout cas qui fonctionne à un prix correct, que vous pouvez trouver à Dubaï, aux Émirats arabes, puisque c'est des villes qui ont construit énormément en termes d'immobilier et qui aujourd'hui se retrouvent avec des problèmes d'inondation. Et ben pas de problème, ils achètent leur BYD amphibie et ils n'ont pas de sujet. Et puis c'est des voitures qui vont révolutionner, mais au négatif, le marché de l'électrique. La dernière BYD hybride, elle est capable de faire 2000 km avec un seul plein. Vous partez de Londres, vous allez à Rome, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas l'occasion et vous n'êtes pas obligé de faire un plein. Vous êtes obligé de faire un seul plein entre Londres et Rome au départ. Donc ça, c'est un point important et vous avez donc raison, Romain, de souligner l'importance de ces zones-là géographiques. C'est clairement des zones dans lesquelles il y aurait des investissements à faire. En tant que professionnel de l'investissement, on regarde. Je dirais que les difficultés dans ces zones-là, elles sont triples. La première, c'est qu'il faudra regarder en Inde quelle va être la politique de la banque centrale, parce que quand on reçoit beaucoup de roupies, qu'est-ce qu'elle va décider de faire ? Des taux d'intérêt forts, des taux d'intérêt faibles. Ça aura un impact directement sur la rentabilité des investisseurs. Donc évidemment, on va regarder ça avec intérêt. La deuxième, c'est que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des risques politiques en Chine. Confère ce qui s'est passé avec Jack Ma pour Alibaba, confère avec ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu des introductions en bourse annulées. Donc on est obligé d'être vigilant. Et après, le vrai enjeu de la Chine va se situer sur sa capacité, et c'est là-dessus qu'on va terminer d'ailleurs, à passer de fabricant dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine des semi-conducteurs, au domaine d'innovateur, puisqu'en fait aujourd'hui, et c'est d'ailleurs pour ça que Taïwan ne devrait jamais être envahi par la Chine, mais on a aujourd'hui un monde qui est vraiment bipolaire sur la question de l'intelligence artificielle, du digital, mais surtout de l'intelligence artificielle. Vous avez d'un côté l'innovation qui est portée par toutes les sociétés américaines. Vous avez Lam Research, vous avez Alphabet, vous avez Kaela Corporation, vous avez Cadence Design System, très très bonne valeur Cadence Design System. Vous avez Amazon, toutes ces boîtes-là qui ont de l'intelligence artificielle. C'est elles qui créent, c'est elles qui conçoivent, et ensuite tout est fabriqué dans un seul endroit.
à Taïwan, chez Taiwan Semiconductor Company. Et tout l'enjeu pour la Chine, qui va certainement accompagner le développement de ce pays-là, Taïwan et Chine, de ces deux pays-là, ça va être la capacité pour la Chine de venir innover et de prendre la responsabilité et de devenir un leader de l'innovation. Voilà. Moi, je me fais pas trop de soucis pour les Chinois parce que faut quand même pas oublier que quand ils décident de mettre leur énergie sur quelque chose, généralement, ça fonctionne et ils sortent numéro 1 à l'intérieur. Donc, pour conclure cette émission, Romain, et pour cette ultime question, l'Asie-Pacifique reste une zone à fort potentiel à considérer avec des pincettes, mais c'est sûr que dans les 20, 30, 40 prochaines années, s'il y a une zone géographique à l'heure où je vous parle, et toute chose égale par ailleurs, qui a le plus de potentiel économique, c'est clairement la zone de l'Asie-Pacifique. C'était Fabien Giroux pour une émission sur questions-réponses en direct de On passe à l'action sur Radio Grand Lac. Je vous dis à très vite dans 15 jours pour une nouvelle émission. À bientôt, au revoir. Radio Grand Lac. Vous en avez rêvé? Radio Grand Lac vous offre son application gratuite. Où que vous soyez, emportez Radio Grand Lac partout avec vous et plongez dans le grand bain de la vie locale sur vos smartphones ou tablettes. Rendez-vous dès maintenant dans votre store et téléchargez l'application 100% gratuite pour vivre l'expérience Radio Grand Lac partout dans le monde.